Votre émission vous est présentée par Hexagon, votre partenaire pour industrialiser vos opérations de fabrication additive. MP l'émission, c'est parti, bienvenue. Je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Et pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur la fabrication additive. Nous allons surtout nous intéresser à tout le processus de fabrication, du design de la pièce à son positionnement dans la machine jusqu'à la simulation du process. Vous comprendrez pourquoi cette étape est si importante. On abordera également tous les procédés de fabrication et une fois la pièce imprimée, les opérations de finition, sans oublier le contrôle qualité. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir Marjorie Goudal. Bienvenue sur le plateau d'MP l'émission. Alors vous êtes chef du pôle design et simulation, c'est chez Lizzie Aerospace Additive Manufacturing. Alexis René Courail, vous êtes responsable R&D chez Lizzie Aerospace Additive Manufacturing. Bienvenue également. Et Mathieu Perrenou, vous êtes directeur stratégie et développement pour l'activité fabrication additive pour le groupe Hexagon. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau à tous les trois. Alors Marjorie, Lizzie Aerospace Additive Manufacturing à Aigues-Mortes, Les Graves, c'est près de Bordeaux. Alors elle est spécialisée dans la fabrication de pièces imprimées en 3D métal pour l'aéronautique, la défense et le spatial. Alors première question, quand vous recevez la pièce, le plan d'une pièce à fabriquer, est-elle déjà designée pour l'impression ? Deux cas de figure se présentent. Le premier, on reçoit une pièce qui est designée et optimisée pour la technologie. Donc là, tout va bien. Le deuxième, c'est lorsqu'on reçoit une pièce qui ne l'est pas. Les plans sont généralement déjà figés, mais on essaie quand même de voir avec le client pour leur proposer des améliorations et des optimisations pour la technologie. D'accord. Mathieu, peut-être un commentaire sur cette première étape ? Oui, peut-être un commentaire rapide. Ouais. En fait, une des spécificités de la fabrication additive, c'est la liberté de conception qu'on peut avoir. Du coup, on peut créer des formes très complexes et très optimisées, mais ça ne garantit pas la fabricabilité. Donc, même si, en effet, souvent, quand un sous-traitant comme Lizzie reçoit une pièce qui est prévue pour la fabrication additive et qui est figée, il y a un intérêt pour le sous-traitant et le donneur d'ordre de travailler ensemble pour s'assurer de cette fabricabilité et possiblement changer le design pour rendre la pièce plus fabricable, plus rapide en fabrication, moins chère, etc. D'accord. Marjorie, comment préparez-vous la pièce avant de lancer sa fabrication ? Alors, il y a plusieurs étapes. Lorsque l'on reçoit la pièce, on part du modèle 3D de celle-ci, auquel on vient rajouter de la matière pour pouvoir faire les étapes qui suivent, comme l'usinage, etc. Ensuite, on vient rajouter une structure qu'on appelle support de fabrication pour permettre la fabrication de la pièce dans le lead put de la technologie. On rajoute aussi les éléments de contrôle demandés par le client, comme des éprouvettes ou différents types, en fonction des essais qu'ils ont besoin de réaliser sur la pièce. D'accord. On peut ensuite envoyer le job en impression. Mathieu, peut-être une réaction ? Très rapidement, je rebondis sur ce qui a été dit. Les éprouvettes qu'on met, en fait, c'est parce que la fabrication additive, ce qu'il y a aussi de particulier, c'est qu'on fabrique une pièce, mais on fabrique également une matière. Donc, toute variation de paramétrie peut avoir un impact sur la qualité de la matière. C'est pour ça qu'en général, on imprime des éprouvettes tests pour pouvoir vérifier la qualité de la matière qu'on fait, pas uniquement la géométrie et l'intégrité de la pièce. D'accord. Alors Marjorie, est-ce que vous passez par une étape simulation avant de prédire le comportement mécanique de votre pièce durant son impression ? Alors, on le rappelle, on est sur de la fabrication additive métal. Et en effet, on réalise une simulation sur l'ensemble de nos productions pour s'assurer que la pièce va bien sortir. On se pose 3 questions majeures. Donc, premièrement, est-ce qu'il va y avoir un arrêt au cours de la production ou est-ce qu'elle va aller au bout ? Est-ce que la pièce en sortie sera déformée et de quelle valeur pour pouvoir avoir une pièce conforme par rapport aux besoins clients ? Et on regarde aussi s'il va y avoir des défauts sur la pièce, comme des lignes ou des fissures, etc. en sortie du job. Et ça, c'est le logiciel qui vous donne toutes ces informations-là ? En effet, on va pouvoir tout analyser. Quel logiciel ? On utilise actuellement Simufact Additive de Hexagon. D'accord. Alors, justement, Mathieu, peut-être quelques mots sur ce logiciel et toutes ses possibilités. Ouais, en fait, l'idée de faire de la simulation, c'est d'anticiper les problèmes qu'on pourrait rencontrer en production. Donc, de débugger une production et de s'assurer que la pièce va sortir bien et réduire un maximum les essais physiques.
En fait, la simulation peut être comparée à une imprimante virtuelle. Ce qu'on fait en simulation, c'est exactement la même chose qu'on va faire en production. Simplement, on le fait en amont, sans imprimer, donc sans prendre de temps en machine, sans occuper les machines qui devraient être utilisées en prod, et pour essayer de par exemple, optimiser le procédé, par exemple, la structure de support qu'on va utiliser, l'orientation de la pièce. L'idée, c'est vraiment de tout faire en amont. On parle souvent de jumeaux numériques. En fait, la simulation, c'est un jumeau numérique de l'impression physique qui va donc, comme je dis, permettre de débugger. Je dirais aussi qu'on fait deux choses. Donc, on essaie d'identifier des problèmes de production potentiels. Et une fois qu'on arrive à sortir une pièce virtuellement qui est bonne, comme on va le constater, et c'est souvent le cas en fabrication additive métal, il y a des déformations. Donc, on va, en fait, évidemment, la simulation, on va pouvoir aussi identifier ces déformations, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut prendre les résultats de simulation et les calculs de déformation pour prédéformer la géométrie, pour anticiper ces déformations, et en fait, donner en entrée à l'imprimante, non pas le nominal de la pièce qu'on va imprimer, mais une pièce prédéformée qui, quand elle va se déformer, parce que ça, c'est inévitable, en fait, on va retomber sur ces pièces et on va faire une pièce bonne. Pour les gens qui sont plus familiers avec des procédés comme l'emboutissage, c'est exactement la même chose. On va anticiper le retour élastique. Là, c'est la même chose. C'est du retrait en général dû au procédé. Marjorie, vous avez déjà rencontré ces cas de figure, j'imagine? Oui, en effet, on a déjà utilisé la prédéformation sur quelques pièces qu'on a actuellement en série au sein de notre entreprise. Très bien, écoutez, merci pour ces premières précisions. Alors, si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors Alexis, ça y est, nous arrivons au moment où nous allons imprimer notre pièce. Alors quels sont les différents procédés de fabrication additive que vous utilisez chez Donc aujourd'hui chez Lysine, nous utilisons principalement le procédé LPBF, donc qui est le procédé de fusion laser sélective lit de poudre métallique, et exclusivement ce procédé. Aujourd'hui, nous estimons que ce procédé est vraiment le procédé le plus viable pour l'industrialisation de pièces aéronautiques qualifiées vol. C'est très important pour nous, puisqu'il faut que le process soit stable pour pouvoir garantir un niveau de qualité suffisant pour permettre aux pièces de passer toutes les étapes de qualification qui sont commandées justement par nos clients finaux, qui sont en charge donc et qui ont la responsabilité de faire voler ces pièces. D'accord. Aujourd'hui, la fabrication additive donc englobe beaucoup de procédés, d'autres procédés. Nous regardons aussi un petit peu ce qui se passe sur d'autres procédés de déposition directe d'énergie comme le WAM ou d'autres procédés lit de poudre comme le binder jetting, mais qui aujourd'hui sont vraiment des procédés de niche pour des produits spécifiques et qui n'offrent pas encore le niveau de couverture qu'on voudrait en termes de maîtrise. D'accord. Voilà. Mathieu, vous voulez réagir à... Oui, pour peut-être rebondir encore sur les nouveaux procédés, enfin les procédés qui ont été évoqués et la simulation, mais en fait, on peut simuler un certain nombre de procédés, pas uniquement le lit de poudre, comme le WAM dont Alexis parlait, ou le metal binder jetting. Et également, on peut le faire pour des procédés polymères, pas uniquement métalliques, avec l'idée qui est toujours la même, anticiper les éventuels problèmes de production, mettre au point sa fabrication avant de se lancer dans des essais physiques. Marjorie, une question pour vous. Une fois que la pièce est imprimée, que se passe-t-il ensuite? Il y a différentes étapes qu'on réalise une fois que la pièce est imprimée. On va tout d'abord réaliser un traitement thermique pour enlever toutes les contraintes qui sont dans la pièce dues à l'impression et à la technologie. Une fois que c'est réalisé, on va venir désolidariser la pièce du plateau de production, à l'aide d'une scie spécialisée ou d'une découpe fine. La pièce passe alors dans les mains des opérateurs qui viennent retirer tous les supports de fabrication qu'on a mis au préalable en amont avant production. D'accord. Allez. Alexis, peut-être donc une toute petite précision sur le post-traitement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'étape de fabrication additive est l'étape majeure, mais toutes les étapes de post-traitement derrière servent à ajouter de la valeur à la pièce, et notamment, comme le disait Marjorie, l'étape de retrait des supports, qui est une étape très technique, qui est très proche de l'ébarbage qu'on retrouve dans le procédé de fonderie. Donc, où justement on va retirer les copeaux métalliques qui restent un petit peu agglomérés sur les pièces. Ben là, c'est vraiment le même principe. Ça va vraiment être les opérateurs qui vont donner en fait la qualité proche du final de la pièce grâce à cette opération manuelle. Et enfin, on va aussi avoir l'usinage pour pouvoir mettre à la cote les surfaces fonctionnelles de la pièce et donc ensuite rendre vraiment cette pièce lui rendre sa fonction finale, quoi. Avec les tolérances. Avec les tolérances associées. Et vous avez un atelier d'usinage ou c'est sous-traité?
Alors aujourd'hui, on a un atelier d'usinage en interne qui nous permet pas de remplir toute la capacité qu'on nous demande aujourd'hui. Mais en tout cas, cet atelier nous aide à progresser et à vraiment verticaliser le plus possible notre process de fabrication et à ajouter de plus en plus de fonctionnalités à nos pièces. D'accord. Mathieu, sur cette partie-là aussi, un commentaire? Un commentaire à nouveau. Tout comme on peut simuler le procédé de fabrication additive, on peut également simuler certaines opérations de post-traitement. D'accord. On peut imaginer par exemple quand on fait un traitement thermique pour faire une relaxation de contrainte, ça influence le niveau de contrainte dans la pièce, donc potentiellement ça peut générer des déformations complémentaires. De même dans l'usinage, peut-être moins pour les procédés lead poudre, mais dans le WAM, où on enlève beaucoup plus de matière, il peut y avoir des déformations liées à l'enlèvement de matière. Donc potentiellement on peut également modéliser, simuler ces opérations de post-traitement pour voir vraiment comment va se passer la pièce, non pas uniquement quand elle est fabriquée de façon en fabrication additive, mais jusqu'au bout de son processus de fabrication jusqu'à la pièce finale. D'accord. Donc on peut vraiment imaginer en fait en ingénierie en amont un jumeau numérique du process complet et d'anticiper un maximum les problèmes qu'on rencontrera en production pour réduire les essais sous presse et les essais sous machine. Là, vous avez des solutions, c'est Hexagon justement pour simuler cette partie-là aussi? Voilà, en fait, on a un certain nombre de solutions de simulation de procédés. On a aussi des solutions de CFAO pour faire la programmation des opérations de reprise, etc. Alors, vous pouvez les citer, ces solutions-là? Il y avait alors, on a parlé de Simufact, on peut parler d'Esprit pour tout ce qui est la partie CFAO. D'accord. En général aussi, ça c'est un point qui est intéressant à souligner, ces solutions-là qu'on développe, c'est donc basé sur du calcul d'éléments finis, des choses qui sont peut-être un petit peu compliquées mathématiquement parlant, mais l'idée c'est que ça soit utilisé par des opérateurs qui sont des spécialistes de manufacturing, de fabrication, et pas des mathématiciens fous. Du coup, on a des interfaces qui sont très orientées utilisateurs, les produits sont vraiment faits pour être utilisés par des spécialistes de fabrication. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, par exemple, toutes les étapes que j'ai décrites sont intégrées dans un même produit qui sera Simufact, qui va permettre vraiment de simuler les différentes opérations après les autres. L'opérateur de la machine ou le metteur au point peut se focaliser sur son process et n'a pas besoin d'être un spécialiste d'éléments finis pour utiliser la simulation et mettre au point ses procédés. D'accord. Avant d'aborder la dernière partie de l'émission, on peut peut-être parler de la pièce que vous avez apportée, une pièce magnifique en fabrication additive. Alors, si vous pouvez un petit peu nous la décrire. Alors, cette pièce-là est une pièce produite par Thales Alenia Space, chez nous, sur notre grande machine métallique. C'est un support d'antenne TTMC anti-terre qui va sur les satellites voilà. de votre client. C'est ça. Les designs, comme vous pouvez le voir, il est assez aéré. En fait, il a été optimisé pour réduire fortement la masse et être productif dans la fabrication additive. Et en quelle matière peut-être est-ce qu'on peut la citer la matière ou c'est confidentiel? En effet, cette pièce est actuellement en aluminium. Donc elle est faite sur notre machine de grande dimension, la Concept Laser X-Line 2000R, qui fait des volumes de 400 par 500 par 800 donc c'est une des plus grandes sur le marché actuellement. D'accord. Bon, très bien. Alors maintenant, on va terminer avec le contrôle qualité. Justement, c'est important, c'est la dernière étape. Donc, à quel moment du process contrôlez-vous votre pièce? Alors, ça peut être celle-ci ou d'autres. Et que contrôlez-vous exactement, Marjorie ou Alexis? Alors, au niveau des contrôles, on a différents types de contrôles. Comme le disait Mathieu précédemment, il y a tout ce qui est contrôle vraiment process, où là, on va contrôler la qualité du process via des éprouvettes de suivi. Donc, ça va être des éprouvettes de traction mécanique ou des éprouvettes de métallographie, où là, vraiment, on va examiner le cœur de la matière pour voir justement si le process s'est déroulé, surtout le long de la fabrication. Donc, typiquement, cette pièce, donc, il faut bien imaginer qu'on a des éprouvettes qui peuvent faire toute la hauteur de la pièce, donc jusqu'à 500 mm de haut pour cette machine. Voilà. Ensuite, il y a le contrôle dimensionnel. Donc, le contrôle dimensionnel est important pour ce type de technologie, puisque, comme le disait Mathieu encore une fois, la technologie implique des déformations. Ces déformations doivent être maîtrisées d'une manière ou d'une autre, donc soit par simulation, par anticipation de la forme. Et derrière, il faut quand même qu'on contrôle que la machine a bien délivré la pièce dans la bonne forme, donc dans la bonne dimension. Donc, on va faire un contrôle par scanner 3D.
Donc l'idée du scanner 3D, c'est quoi? C'est que on va acquérir par image la surface extérieure de la pièce et la comparer à son modèle numérique. D'accord, celui de votre client. Exactement. Et donc ainsi, on va pouvoir dire au client, voilà, votre pièce est dans les tolérances ou non, enfin notre pièce est dans les tolérances ou non par rapport à votre modèle 3D. D'accord. Voilà. Et la précision, elle est de combien? Alors la précision peut aller jusqu'à 20 microns pour les pièces, on va dire, de dimension moyenne. Pour les pièces de grande taille, là vraiment, on va aller jusqu'à plus ou moins au dixième, vraiment. D'accord. Et là, cette pièce, elle a été usinée également. Exactement. Ouais, cette partie-là, j'imagine. Donc on peut voir que les interfaces ont été usinées, donc on peut voir les différents trous de fixation, hein. Et on a aussi les plans. Donc il faut bien imaginer que on a une interface satellite, on a une interface antenne. Donc les deux sont dimensionnés de façon à ce que le point visé sur la Terre ou dans l'espace soit le plus précis possible. Donc ça veut dire que les contraintes géométriques qu'on a entre ce plan et ce plan sont très serrées. Pour pouvoir contrôler ça, on utilise une MMT, donc une machine à contrôler tridimensionnelle qui va donc palper les surfaces après usinage pour pouvoir vérifier qu'on est aussi conforme au plan, cette fois-ci, de notre client. D'accord. Justement, le contrôle qualité, Mathieu, est primordial dans un process d'impression 3D, on l'a vu avec Alexis. Alors, quelle solution proposez-vous chez Hexagon pour réaliser toutes ces opérations de contrôle et de mesure? Alors, on propose un certain 3D, nombre... en impression 3D. En impression 3D, on propose un certain nombre de solutions, en effet, de métrologie de contrôle qualité. Si je reviens juste un instant sur cette pièce, quand on voit la géométrie, on voit que c'est vraiment optimisé. Il y a des branches qui sont fines, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a diminué la masse au maximum. Ça veut aussi dire qu'en fait, potentiellement, toutes les surfaces sont fonctionnelles. Donc, c'est de là que vient l'intérêt de scanner en 3D les pièces, parce qu'en fait, pour s'assurer que la pièce soit conforme, il faut vraiment contrôler l'ensemble de la géométrie. La fabrication additive permet d'avoir des formes comme ça très très complexes, mais si on ne peut pas contrôler la pièce dans l'ensemble, on ne peut pas s'assurer de sa fonction. Et en général, on va le faire, par exemple, dès l'opération d'impression. On ne va pas faire forcément toutes les opérations de post-traitement. On va commencer déjà à faire du contrôle. On va faire du contrôle à chaque étape. Parce qu'en effet, si la pièce est déjà pas conforme après en sortie d'impression, c'est pas la peine de passer du temps à faire un traitement thermique et d'usinage. Au niveau des solutions, donc Hexagon va proposer des solutions de scan, donc du scanner laser ou de ce qu'on appelle la lumière structurée, qui est aussi en fait du scanner, qui va permettre donc de capturer l'ensemble de la surface. Donc c'est du contrôle géométrique. Évidemment, et là on le voit même sur cette pièce, il peut y avoir potentiellement des canaux, des géométries internes qu'un scan extérieur va pas permettre de capturer. C'est le cas ou pas? Non. Pas sur celle-ci. Pas forcément sur celle-ci. Celle-ci, il y a juste des perçages, mais on peut l'imaginer parce qu'encore une fois, on a une liberté de conception et de fabrication qui est très grande dans la fabrication additive. Donc, quand on veut pouvoir contrôler à l'intérieur, on va utiliser de la tomographie qui va permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. On va voir aussi d'autres défauts potentiels. Si on a des canaux intérieurs, on va aussi s'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas de poudre qui soit restée dans les canaux. Donc, encore une fois, la tomographie va permettre de regarder dedans. La tomographie va permettre aussi, comme le disait Alexis, de faire un contrôle de la qualité et de la santé de la matière. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des risques de porosité, etc., des fissures qu'on ne voit pas à l'extérieur. Donc on va là-dessus, Hexagon ne propose pas de solution de machine, de scan, de tomographie. Par contre, on propose toutes les solutions logicielles qui vont avec pour faire l'analyse soit du contrôle dimensionnel, soit de la qualité de la matière avec, par exemple, je vais citer Inspire, PCDMIS pour les logiciels de contrôle qualité et de GDNT et Volume Graphics pour tout ce qui est analyse de tomographie. Alors, c'est quoi le GDNT, Mathieu? Le GDNT, en fait, c'est tout ce qu'on met sous le contrôle dimensionnel et les tolérances. C'est en fait le plan avec toutes les cotes, etc. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le GDNT. D'accord. Et donc, typiquement, c'est les mesures qu'on va prendre par contrôle dimensionnel, c'est pour vérifier si on a bien les cotes qui sont bonnes. Et pour terminer l'ensemble des solutions qu'on propose chez Hexagon, donc on a des solutions de MMT pour faire du palpage et du contrôle géométrique très précis des surfaces finies, des surfaces usinées, comme les avait indiqué Alexis sur la pièce. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Marjorie, Alexis et Mathieu, j'étais très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique MPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. L'industrie embauche toujours. Défilux recherche un technicien méthode usinage.
Serra, un opérateur polyvalent, et Erno Service, 2 techniciens maintenance SAV machine-outil à commande numérique, un situé en Rhône-Alpes et l'autre en Normandie. Beaucoup de sous-traitants dans l'industrie mécanique sont à la recherche de personnel qualifié. Retrouvez toutes ces offres d'emploi sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Des entreprises investissent toujours dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer la Précision Industrie qui a réceptionné 2 tours Nakamura pour un accompagnement efficace. Scroob Industrie, un tour automatique Tornos pour le décolletage de petites pièces. Chameau décolletage, une scie automatique Amada. Le groupe SGS annonce le recrutement de 200 techniciens et ingénieurs en radioprotection et inspecteurs en contrôle non destructif. Estica France est devenu officiellement Citizen Machinery France. Yannick Lebrec, dirigeant de l'entreprise de tôlerie et serrurerie industrielle BTSI à Solier, a succédé à Régis Lomer à la présidence du cluster des sous-traitants industriels normands, Sautraban. Vaucher Manufacture Fleurier fête ses 20 ans cette année. Bon anniversaire! Beaucoup d'emplois disponibles dans nos belles industries, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur notre site machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Alors, si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production, sur le site machineproduction.fr. Marjorie Goudal, je rappelle, vous êtes chef du pôle design et simulation chez Lizzie Aerospace Additive Manufacturing. Alexis René Corail, responsable R&D chez Lizzie Aerospace Additive Manufacturing. Et Mathieu Perrenou, directeur stratégie et développement pour la fabrication additive dans le groupe Hexagone. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de MP l'émission. D'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast. À très vite. Votre émission vous a été présentée par Hexagon, votre partenaire pour industrialiser vos opérations de fabrication additive.